La clameur de la place des lycées s'est enfin tue. Les derniers échos du requiem se sont dissous dans l'air froid de ce mois de janvier, et la foule immense qui encerclait l'église Notre-Dame de l'Assomption commence à se disperser lentement comme une marée qui se retire après la tempête. Au milieu de ce reflux humain, deux jeunes femmes blondes, élégantes et discrètes, avancent en serrant leurs manteaux contre elles. Ce sont Anna Camilla et Théa Joséphine, les petites filles, celles dont le monde entier a cherché le visage pendant la cérémonie, guettant avidement une ressemblance, un trait, une étincelle de ce regard félin qui a jadis embrasé le cinéma. Pourtant, alors qu'elles fendent la foule aux côtés de leur père, elles ne ressentent qu'un vide immense et déroutant. Durant toute l'heure qu'a duré l'office, elles se sont tenues droites, dignes, au premier rang, là où le protocole les avait assignées. Elles ont vu les larmes couler sur les joues d'inconnus. Elles ont entendu les éloges funèbres vibrants d'émotion, les « Adieu Bibi » scandés par des fans éplorés. Mais au fond d'elles-mêmes, un malaise insidieux n'a cessé de grandir. Elles se sentaient comme des actrices dans une pièce dont elles ne connaissaient pas le texte, des étrangères invitées par erreur à l'enterrement d'une icône nationale qui pour elles n'avait jamais été une grand-mère. Pour Anna et Théa Brigitte Bardot n'était pas la star adulée. Elle était cette absence pesante, ce silence radio qui avait marqué toute leur enfance en Norvège. Elle était la mère de papa, celle qui n'appelait jamais pour les anniversaires, celle qui n'avait jamais envoyé de cadeaux à Noël, celle dont le nom suscitait parfois une ombre de tristesse dans le regard de Nicolas. Aujourd'hui, on leur demandait de porter le deuil d'un mythe alors qu'elles n'avaient même pas de souvenir à pleurer. Elles marchaient la tête haute pour soutenir leur père par devoir filial, mais leur cœur était sec. Elles avaient l'impression d'être des usurpatrices des héritières génétiques d'une femme qui ne les avait jamais revendiquées. L'air de Saint-Tropez leur semblait soudain irrespirable, chargé d'une hypocrisie involontaire qu'elles avaient hâte de fuir. Une heure plus tard, le décor a radicalement changé. Loin de la pierre froide de l'église et des regards inquisiteurs de la foule, les deux sœurs se sont réfugiées dans le calme aseptisé d'une suite d'hôtels surplombant le vieux port. Ici, les rumeurs de la ville ne sont plus qu'un bourdonnement lointain étouffé par le double vitrage. L'atmosphère dans la pièce est lourde, chargée d'une électricité statique invisible. C'est l'heure des bagages. Sur le lit king size, des valises ouvertes attendent d'être bouclées. Anna et Théa s'affairent en silence, pliant leurs vêtements noirs de deuil avec une précision mécanique, comme si chaque geste ordonné les rapprochait un peu plus de la sécurité de leur vie à Oslo. Elles ont hâte de partir. Elles ont hâte de retrouver la neige, le froid piquant de la Norvège et surtout l'anonymat bienfaisant de leur quotidien où le nom Bardot n'est qu'une vieille histoire de cinéma en noir et blanc. Ici, elles étouffent. Ce soleil d'hiver méditerranéen leur semble trop cru, trop violent. Théa jette un coup d'œil à sa montre toutes les 5 minutes. Leur vol est prévu en fin de soirée, mais l'attente est interminable. Elles attendent leur père. Nicolas est parti juste après la cérémonie, s'engouffrant dans une voiture aux vitres teintées, sans dire un mot direction la Madrague. Il voulait y aller seul. Une dernière fois. Soudain, le bruit électronique de la carte magnétique déverrouillant la porte les fait sursauter. La porte s'ouvre et Nicolas entre. L'air marin s'engouffre avec lui dans la pièce chauffée. Il semble épuisé physiquement, ses traits sont tirés, ses yeux rougis par le vent et l'émotion. Mais il y a quelque chose de différent dans sa posture. Ce n'est plus l'homme voûté par le chagrin qu'elles ont soutenu à l'église. Il se tient droit. Il a ôté sa cravate noire comme pour se libérer d'un carcan. Il ne dit rien tout de suite. Il referme doucement la porte, s'adosse contre le battant et pose sur ses deux filles un regard d'une intensité nouvelle, presque dérangeante. Un regard qui semble chercher en elles la réponse à une énigme qu'il vient tout juste de résoudre. Le silence qui s'installe dans la chambre d'hôtel n'est pas un silence de paix, c'est un silence de verre fragile, et coupant prête à se briser au moindre mouvement brusque. Nicolas ne bouge toujours pas. Il observe ses filles avec une insistance qui finit par devenir insoutenable. Il les regarde comme s'il les voyait pour la première fois, ou plutôt comme s'il cherchait à superposer une autre image sur leur visage, une image venue d'un passé lointain. Théa, sentant ce regard peser sur ses épaules, craque la première. D'un geste nerveux presque violent, elle jette le pull en cachemire qu'elle était en train de plier au fond de sa valise. Le vêtement atterrit en boule froissée, image dérisoire de leur propre état émotionnel.
Elle se retourne brusquement vers son père, le visage empourpré par une colère contenue depuis trop longtemps, une colère qui n'a rien à voir avec le deuil, mais tout à voir avec l'abandon. « Arrête de nous regarder comme ça. » Papa lance-t-elle sa voix tremblant légèrement. « S'il te plaît, arrête. On a fait ce qu'il fallait, non. On a mis les robes noires, on a serré les mains des ministres, on a écouté le prêtre dire qu'elle était une sainte qui aimait toute la création de Dieu. On a joué le jeu. Maintenant, on peut arrêter la comédie. » Nicolas ne répond pas. Il reste impassible, ce qui ne fait qu'attiser la frustration de sa fille. Anna s'arrête de boucler sa trousse de toilette et pose une main apaisante sur le bras de sa sœur, mais Théa se dégage doucement. La digue a cédé. Les mots retenus par la décence et le respect du protocole se déversent désormais comme un torrent d'acide. Pourquoi on est ? Là, papa, continue Théa, les yeux brillants de larmes qu'elle refuse de laisser couler pour elle. Dehors, ils pleurent tous, bébé. Ils pleurent l'actrice, la militante, la légende. Mais nous, on est censé pleurer. Qui ? Une grand-mère qu'on n'a jamais vue. Une femme qui préférait ses phoques et ses ânes à ses propres petites filles. La question flotte dans l'air brutal et cruel. C'est la question interdite, celle que la famille Charrier a soigneusement évité de poser pendant des décennies pour ne pas rouvrir les plaies de Nicolas. Mais aujourd'hui, dans cette chambre close face à la mort qui remet tout en perspective, la politesse ne suffit plus. J'ai lu ses mémoires, papa, tu sais, avoue Théa, la voix brisée. J'ai lu ce qu'elle a écrit sur toi, sur sa grossesse, sur le cauchemar. Comment tu veux qu'on se sente aujourd'hui ? On est le sang de son sang, mais on a toujours été invisible pour elle. Alors dis-le-nous maintenant qu'elle est partie et qu'elle ne peut plus nous faire de mal. Dis-nous la vérité. Est-ce qu'elle savait seulement qu'on existait ? Est-ce qu'elle nous a aimés, ne serait-ce qu'une seconde, entre deux combats pour la protection animale ? Ou est-ce qu'on était juste rien ? Anna baisse les yeux, incapable de soutenir le regard de son père, mais attendant la réponse avec la même angoisse viscérale que sa sœur. C'est le nœud gordien de leur existence. Elles ont grandi avec l'amour immense de leur père, mais avec ce trou noir béant du côté de leur grand-mère paternelle. Une absence qui ressemblait à un rejet. Nicolas décolle enfin son dos de la porte. Il ne semble ni en colère ni blessé par la violence des propos de Théa. Au contraire, une étrange douceur envahit son visage. Il s'avance lentement vers la petite table basse en verre située au centre du salon, entre les deux fauteuils de velours. Il ne répond pas par des mots, pas encore. Il plonge la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Son geste est lent, solennel, comme s'il s'apprêtait à sortir une arme ou un trésor inestimable. Nicolas sort sa main de sa poche et dépose délicatement un objet sur la table basse en verre, juste entre les tasses de café refroidies et les magazines de mode. Ce n'est pas un écrin de velours ni un acte notarié. C'est une simple enveloppe en papier craft jauni fatigué, dont les coins sont écornés, comme si elle avait voyagé dans la poche d'un naufragé pendant des années. Le bruit du papier froissé contre le verre résonne étrangement fort dans le silence de la suite. Il s'assoit enfin lourdement dans le fauteuil face à ses filles. Il croise les mains, cherche ses mots, puis fixe Théa droit dans les yeux. Sa voix est basse, rauque, débarrassée de toute colère. « Tu as raison, Théa. Tu as raison d'être en colère. Elle ne t'a jamais envoyé de carte d'anniversaire. Elle ne t'a jamais tricoté de pull. Elle n'a jamais été une grand-mère comme celle de tes amis à Oslo. Elle était Brigitte Bardot, et ce rôle-là prenait toute la place. Il ne restait rien pour les humains, même pour moi. Surtout pour moi. » Il marque une pause, laissant ses mots s'imprégner dans l'atmosphère. « Je suis retourné à la Madrague tout à l'heure, continue-t-il. Je ne suis pas allé chercher des meubles ou réclamer ma part du gâteau. Je m'en fous de la maison. Je m'en fous des millions. Je suis allé là-bas pour voir où elle est morte, pour voir ce qu'elle regardait avant de fermer les yeux. Je suis entré dans sa chambre au rez-de-chaussée. C'était une pièce minuscule, encombrée de livres et de croix. Ça sentait la cire et le chien mouillé. Ce n'était pas la chambre d'une star, c'était la tanière d'une femme seule. Anna et Théa écoutent fascinées malgré elles par cette description d'un lieu mythique qui leur est interdit. Nicolas tend la main vers l'enveloppe posée sur la table, la caressant du bout des doigts avec une infinie précaution. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit, reprend Nicolas la voix tremblante d'émotion contenue. C'est l'endroit le plus intime d'une vie, le tiroir de chevet. C'est là qu'on range ce qui compte vraiment quand on éteint la lumière. Je m'attendais à trouver des médicaments ou peut-être des photos de ces animaux disparus. Mais il n'y avait que ça. Il tapote l'enveloppe. Vous savez ce que c'est ?
C'est une lettre que j'ai postée il y a 20 ans. C'était un jour d'hiver comme aujourd'hui. Vous étiez petite. J'avais essayé une énième fois de créer un lien. J'avais glissé quelque chose dedans sans grand espoir. Je n'ai jamais eu de réponse. Je pensais qu'elle l'avait jeté à la poubelle avec le reste du courrier des fans ou qu'elle l'avait brûlé dans un accès de rage. Je pensais que pour elle, nous n'étions que des fantômes gênants. Il prend l'enveloppe et l'ouvre lentement. Le papier craque. Mais je me trompais. Elle ne l'a pas jeté. Elle l'a gardé. Elle l'a gardé dans son tiroir à moins de 30 centimètres de son oreiller. Pendant 20 ans chaque nuit, avant de s'endormir seule dans cette grande maison vide, c'est ça qu'elle avait à portée de main. Pas ses films, pas ses trophées, ça. D'un geste fluide, il extrait le contenu de l'enveloppe et le retourne face visible vers ses filles. Sur la table, entre les tasses froides, repose désormais un carré de papier glacé aux couleurs passées. Ce n'est pas une photo d'art signée par un grand photographe, ni une couverture de Paris Match. C'est un Polaroid amateur au contour blanc, légèrement jauni. L'image est floue, prise sur le vif imprégné d'une lumière bleue et froide. On y distingue Nicolas 20 ans plus jeune, émitouflé dans une parka épaisse, tenant par la main 2 petites silhouettes encapuchonnées dans des anoraks rouges vifs. Elles rient aux éclats, les joues rosies par le gel sur fond de sapin norvégien croulant sous la neige. C'est une image de bonheur simple, une image de famille ordinaire, à des années-lumière du glamour tropézien. Anna et Théa se penchent le souffle coupé. Elles reconnaissent instantanément ce moment. C'était un Noël à Holmenkollen. Elles avaient 6 et 4 ans. Mais ce n'est pas le souvenir de cette journée qui les foudroie sur place, c'est l'état de la photographie. En s'approchant, Théa remarque un détail qui lui glace le sang avant de lui réchauffer le cœur brutalement. La photo est abîmée, mais pas n'importe comment. Elle n'est pas déchirée, elle est usée. L'endroit précis où figurent leurs 2 petits visages d'enfants est devenu presque blanc, l'émulsion chimique ayant été effacée par un frottement répété. « Regardez bien », murmure Nicolas, sa voix se brisant légèrement. « Regardez l'usure sur vos visages. Ce n'est pas le temps qui a fait ça, c'est un pouce. » Le silence dans la chambre devient assourdissant. Les 2 sœurs fixent cette tache blanche sur la photo. Elles comprennent soudainement avec une violence inouïe la scène qui s'est jouée nuit après nuit dans la solitude de la Madrague. Elles visualisent cette vieille dame, l'icône mondiale que tout le monde croyait invincible, assise seule dans son lit, ses lunettes sur le nez passant, et repassant son pouce sur les visages de ses petites filles qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'osait pas appeler. Ce geste obsessionnel, c'était sa façon à elle de les toucher. C'était une caresse à distance répétée des milliers de fois, usant le papier jusqu'à la trame. Nicolas tend la main et retourne doucement le cliché. Au dos d'une écriture tremblée presque illisible tracée au stylo bile bleu, 3 mots sont inscrits. Pas de signature, pas de grande déclaration. Juste « mes petits loins ». Théa, celle qui criait sa colère quelques minutes plus tôt, s'effondre dans le fauteuil. Elle porte la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. La forteresse de ressentiment qu'elle avait bâtie contre sa grand-mère vient de voler en éclats face à ce bout de carton usé. Brigitte Bardot n'était pas un monstre d'indifférence. C'était une femme handicapée des sentiments, une infirme de la relation humaine qui aimait comme un animal blessé en se cachant. Elle ne savait pas faire autrement, dit doucement Nicolas, comme pour s'excuser lui-même. Elle avait peur de nous, peur de ne pas être à la hauteur, peur de nous abîmer comme elle s'était abîmée elle-même. Alors elle nous a aimés en secret dans le noir avec cette photo pour seule compagnie. Vous n'étiez pas rien pour elle. Vous étiez son regret le plus précieux. Anna tend une main tremblante et effleure la photo. En touchant l'endroit usé par le pouce de sa grand-mère, elle a l'impression physique, pour la toute première fois de sa vie, d'établir un contact charnel avec elle. Le lien est ténu, abîmé, tardif, mais il est réel. Les larmes qui coulent enfin sur leurs joues ne sont plus des larmes de frustration. Ce sont les larmes d'une réconciliation posthume, le soulagement immense de savoir qu'elles n'ont pas été oubliées, mais simplement aimées par quelqu'un qui ne savait pas dire « je t'aime » autrement qu'en silence. Nicolas reprend délicatement la photographie posée sur la table en verre. Il ne la remet pas dans l'enveloppe déchirée. Il sort son portefeuille, un vieux cuir patiné par les années, et glisse le cliché à l'intérieur juste derrière sa carte d'identité. C'est sa place désormais, contre lui. Il se lève et regarde ses filles. Leurs visages ravagés par les larmes, il y a quelques instants, affichent maintenant une sérénité nouvelle, une sorte d'épuisement lumineux qui suit les grandes tempêtes émotionnelles.
On rentre à la maison, dit-il simplement. Les valises sont bouclées en silence. Le bruit des fermetures éclairs qui se ferment ne sonne plus comme une fuite, mais comme un départ ordonné. En quittant la suite de l'hôtel, ils ne laissent rien derrière eux, pas même un regret. Ils traversent le hall luxueux, indifférent au regard curieux du personnel qui croit avoir passé une famille en deuil déshérité. Le monde extérieur, les journalistes, les avocats, tous s'imaginent que la guerre pour l'héritage va commencer. Ils ignorent que pour les Charrier, la succession est déjà close. Elle tient tout entière dans la poche intérieure d'une veste. Le trajet vers l'aéroport de Nice se fait dans une atmosphère feutrée. Dehors, la nuit est tombée sur la Côte d'Azur. Les lumières de Saint-Tropez scintillent au loin ce bling-bling que Brigitte avait fini par détester autant qu'elle l'avait incarné. Nicolas regarde défiler le paysage sombre. Il pense à la madrague là-bas, qui retourne au silence gardé par les fantômes et les chiens fidèles. Il sait qu'il ne reviendra plus. Il laisse les murs à la fondation, il laisse la légende aux historiens du cinéma, il laisse la polémique aux tabloïds. Dans le hall des départs, Anna et Théa marchent d'un pas plus léger. Elles ne sont plus les petites filles invisibles. Elles portent en elles un secret qui les répare. Elles savent désormais que leur existence n'était pas une erreur mais un manque. Un manque que leur grand-mère a ressenti chaque jour, jusqu'à l'user sur du papier glacé. C'est un héritage étrange fait de vide et de silence, mais c'est le seul qui soit vrai. L'avion décolle s'arrachant à la gravité et à la lourdeur du passé. Alors que l'appareil perce la couche nuageuse pour retrouver la clarté des étoiles, Nicolas ferme les yeux. Il visualise la neige d'Oslo qui les attend, le froid pur, le blanc manteau qui recouvre tout. Là-bas, personne ne l'appellera le fils de bébé. Il sera juste Nicolas le père qui a ramené la vérité à ses enfants. La malédiction est rompue. Il n'y aura pas de procès, pas de scandale, pas de bataille sordide pour des millions d'euros. La richesse qu'ils emportent est insaisissable par le fisc et invisible aux yeux du monde, c'est la paix. La paix d'avoir été aimé mal, maladroitement, secrètement, mais aimé quand même. La page Bardot est tournée. La vie des Charrier, la vraie, continue.